Et nous accueillons maintenant donc Gaël Thivet, qui est chargé de mission eau au Plan Bleu à Marseille. Le Plan Bleu, c'est un centre d'activité régional du plan d'action pour la Méditerranée, qui travaille sous l'égide de l'ONU et qui a comme une des missions est de produire de l'information, des connaissances sur les risques environnementaux et les enjeux de développement durable en Méditerranée. Et donc elle nous parlera plus particulièrement de l'état des ressources en eau dans le bassin méditerranéen, situation actuelle et perspectives. Merci. Donc vous avez bouton rouge, c'est ça. Oui, c'est bon, il est allumé. Donc, bonjour à tous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié pour cette présentation qui va donc ouvrir un petit peu les perspectives sur la zone méditerranéenne. Donc, le diaporama est en anglais, mais donc je vais parler en français. Et donc exclusivement donc consacré à la thématique de l'eau, sachant que donc au Plan Bleu, on travaille également sur d'autres problématiques, dont celle de la forêt, et je m'en occupe aussi un petit peu. Donc j'étais aussi très intéressée par les discussions d'hier. Donc mon intervention va se décliner en 4 points. Donc je vais tout d'abord vous dire 2-3 mots du Plan Bleu parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse. Donc on parlera ensuite de l'état des ressources en eau dans le bassin méditerranéen et des futurs impacts du changement climatique. On se focalisera ensuite sur la question de la demande en eau et de la forte croissance prévue notamment du fait des évolutions démographiques. Et enfin, quelques pistes pour une gestion plus durable de l'eau en Méditerranée. Alors, concernant le Plan Bleu, comme M. Picard l'a dit, donc c'est un centre d'activité régional du Plan d'action pour la Méditerranée qui lui-même dépend du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, à ce titre, le Plan Bleu, il travaille pour l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée qui sont les parties contractantes à la Convention de Barcelone, qui a été signée en 1975 pour protéger la mer Méditerranée contre la pollution. Donc, le Plan Bleu, lui, a aussi été créé il y a une trentaine d'années comme centre d'analyse systémique et prospective. Et donc, je souligne juste qu'il y a d'autres centres d'activité du plan d'action pour la Méditerranée qui sont situés dans d'autres pays. Donc, si on prend par exemple le cas de l'Espagne, il y a un centre qui travaille sur tout ce qui est technologie de production propre. Il y a également un centre en Tunisie qui travaille sur les aires marines protégées. Enfin voilà, donc il y a d'autres centres. Alors le Plan Bleu, il a 2 missions principales qui sont donc de produire de l'information et de la connaissance pour alerter les décideurs et les acteurs sur les enjeux environnementaux et de développement durable et de dessiner des avenirs pour orienter la décision. Donc en ce sens, on a une mission de travaux prospectifs donc sur les différentes thématiques qu'on traite. Et donc les éléments que je vais vous présenter, ils sont principalement issus du dernier gros rapport de prospective qui est paru en 2005 qui est actualisé assez régulièrement. Mais donc le dernier gros rapport, c'était Sustainable Future for the Mediterranean. Voilà. Et donc juste pour préciser qu'on ne travaille pas seul sur l'espace méditerranéen, qu'il y a tout un tas d'acteurs, qui sont variables selon les sujets sur lesquels on intervient, mais grosso modo il y a 4 types d'acteurs avec lesquels on travaille, donc les institutions onusiennes, les institutions européennes, notamment la Commission, la Banque européenne d'investissement, l'Agence européenne de l'environnement. Les institutions bilatérales, donc ça c'est plutôt les différents ministères en charge de l'environnement et puis des politiques sectorielles dans les pays, et puis des agences de coopération comme l'AFD, l'agence de coopération espagnole par exemple. Et puis après il y a tous les acteurs non institutionnels, donc acteurs privés, le monde académique et puis les organisations de la société civile. Voilà donc pour ce petit panorama. Donc, si on parle donc maintenant des ressources en eau en Méditerranée, donc je voulais tout d'abord souligner leur extrême variabilité à la fois dans l'espace et dans le temps. Vous pouvez voir sur cette carte une répartition des précipitations moyennes dans le bassin méditerranéen. Il faut savoir que la France, l'Italie et la Turquie concentrent à peu près la moitié des précipitations moyennes, alors que les pays du Sud n'en reçoivent que 10%. Donc voilà, une extrême irrégularité dans l'espace et aussi dans le temps, à la fois interannuel et intra-annuel.
La Méditerranée, elle détient à peu près 3% des ressources en eau mondiales, alors qu'elle abrite 7% de la population mondiale. Et un autre chiffre assez illustratif, c'est que 60% de la population mondiale dite pauvre en eau, c'est-à-dire qui globalement dispose de moins de 1000 m3 par habitant et par an, se situe en Méditerranée. Alors ça, c'était donc un tableau qui illustre un peu la répartition des ressources en eau naturelles, renouvelables et exploitables à la fois dans le nord, l'est et le sud de la Méditerranée. Et on peut voir que pour les différentes catégories de ressources, y compris pour les ressources en eau verte, hein, donc pour ce qui est de l'eau pluviale, on peut voir qu'à peu près les 2/3 des ressources sont situées dans les pays du nord, alors que donc, les pays de l'est et du sud sont effectivement nettement moins dotés. Une autre manière d'illustrer un peu cette répartition des ressources, c'est l'indicateur de ressources en eau renouvelables par habitant. Donc on peut le calculer soit à l'échelle d'un pays, là il a été calculé à l'échelle des bassins versants méditerranéens des pays. Et donc on peut voir donc tout ce qui est en rouge correspond à une situation dite de pénurie d'eau, donc c'est-à-dire avec globalement moins de 500 m3 par habitant et par an. Ce qui figure en saumon, c'est moins de 1000 m3 par habitant et par an, donc dit situation de pauvreté en eau. Donc on peut voir notamment pour les pays du Sud et de l'Est qu'on est globalement en situation de pauvreté et de pénurie, mais que quelques bassins au nord, donc notamment on peut voir la Catalogne, là c'est les bassins catalans, sont également très peu dotés. Donc la moyenne méditerranéenne, c'est à peu près 2400 m3 par habitant par an, mais avec de très très grosses variations. Hein. On voit il y a plus de 25 000 au Monténégro et 50 sur la bande de Gaza. Voilà. Donc là, je voulais juste préciser un petit peu les chiffres pour les pays partenaires du projet Sylvamed. Donc je l'ai mis à la fois pour les bassins, hein, donc on revoit un peu la situation de la Catalogne, et également pour les pays, donc on voit Slovénie, Grèce, Italie, qui globalement sont mieux dotés, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes de tension locale, hein. Ça, c'est des chiffres très, très globaux. Alors là, on parlait des ressources en eau naturelles renouvelables, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas toutes exploitables. On estime qu'à peu près un tiers ou la moitié de ces ressources sont exploitables, hein, parce qu'il peut y avoir des problèmes à la fois des contraintes techniques, environnementales et socio-économiques. Donc ceci réduit encore la part qui est réellement disponible pour les pays. Voilà. Et autre point important, c'est le changement climatique et ses impacts déjà mesurés et futurs sur les ressources en eau de la Méditerranée. Donc, d'après les projections du GIEC, d'ici la fin du siècle, on s'attend à une augmentation de température de l'ordre de 2 à 5 degrés, une diminution des précipitations moyennes qui pourrait, la fourchette est très très large, hein, se situe à peu près entre 4 et 27%, et puis une augmentation des événements extrêmes, donc sécheresse et précipitations. Donc tout ça va forcément conduire à une réduction des ressources en eau disponibles, mais également à une augmentation de la demande en eau, notamment dans le secteur agricole, hein, avec une évolution de l'évapotranspiration. Donc on prévoit encore une augmentation, on dirait, du gap entre le volet ressources et puis les demandes des pays. Voilà, donc ça c'était juste pour essayer de matérialiser l'évolution des ressources en eau par habitant, en essayant d'intégrer l'impact du changement climatique, de ce qu'on en connaît aujourd'hui. Donc si aujourd'hui 60 millions de Méditerranéens sont en situation dite de pénurie d'eau, c'est-à-dire avec moins de 500 m3 par habitant et par an, à l'horizon 2050, ce pourrait être 290 millions de personnes qui seraient dans cette situation, et on voit que là, tous les pays du sud et de l'est de la Méditerranée seraient en situation de pénurie d'eau.
Alors là, je vous ai parlé de pressions essentiellement quantitatives, mais les pressions sont aussi qualitatives. Donc de nombreux aquifères montrent des taux importants donc de nitrates et de pesticides. De nombreuses rivières sont sujettes à des situations de pollution chronique, notamment par des manques de traitement des rejets industriels et domestiques. Et un chiffre assez éloquent aussi, c'est qu'à peu près 45 millions d'habitants n'ont pas accès donc à l'assainissement en Méditerranée. Voilà. Donc là, on a vu le volet ressources. Je vais maintenant me focaliser sur l'aspect demande en eau. Et tout d'abord, commencer par l'aspect démographique, parce que c'est un des moteurs principaux de la demande en eau. Donc ça, c'est les projections d'évolution démographique à l'horizon 2025. Donc on prévoit une quasi-stabilisation des populations dans les pays du Nord, mais dans les Sud et l'Est, il y a déjà eu un quasi-doublement de la population entre 1970 et 2000, et on prévoit encore quasiment plus de 100 millions d'habitants d'ici 2025, donc ce qui va forcément avoir des impacts sur la demande en eau. Et on voit que malgré une baisse de l'indice de fécondité dans les pays du Sud et de l'Est, la balance démographique entre les rives nord et sud se poursuit tout de même. Voilà. Alors, du point de vue de la demande en eau, donc on prévoit une très forte évolution de la demande en eau dans les pays du Sud et de l'Est. Cette demande en eau, elle a déjà doublé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle pour atteindre à peu près 280 milliards de mètres cubes par an dans l'ensemble des pays méditerranéens. L'agriculture est le principal consommateur, parce qu'elle consomme en moyenne, elle représente 65% des prélèvements totaux, mais plus de 80% dans les pays du Sud et de l'Est. Et un autre point qu'il est important de souligner dans la demande domestique, c'est l'importance des pics saisonniers, notamment du fait des flux touristiques, qui posent un certain nombre de problèmes, notamment en termes de dimensionnement des équipements pour le traitement de l'eau potable et l'assainissement. Donc un point important également à noter dans cette demande, c'est l'importance des pertes et des mauvais usages. On estime à près de 100 milliards de mètres cubes par an les pertes en eau, c'est-à-dire près de 35% de la demande. Donc ça, souvent lié à des problèmes d'efficience de l'eau dans les différents usages. On estime par exemple que dans le domaine de l'irrigation, l'efficience à la parcelle, elle oscille entre les pays entre 45 et 90%. Donc ça veut dire qu'il y a donc de forts potentiels d'économie d'eau à faire de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un graphe qui représente l'évolution de la demande en eau à l'horizon 2025, à la fois pour les pays du Sud, de l'Est et donc du Nord de la Méditerranée. Donc on estime que d'ici 2025, cette augmentation pourrait être de l'ordre de 18% à l'échelle de l'ensemble des pays, mais de près de 25% à l'échelle des bassins versants si on considère les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Donc l'agriculture restera bien sûr le principal consommateur. Donc avec cette forte évolution de la demande en eau, on s'attend encore à un accroissement des pressions sur les ressources. On peut matérialiser, illustrer ces pressions par l'indice d'exploitation des ressources en eau naturelles renouvelables, qui a été représenté ici donc sur les graphes du haut, donc à l'échelle nationale, et sur les graphes du bas, sur les cartes du bas, à l'échelle des bassins versants. Donc on peut voir que d'ores et déjà, dans un certain nombre de pays, les prélèvements atteignent, voire dépassent le niveau limite des ressources renouvelables. C'est le cas par exemple de la Libye, de l'Égypte, de la Syrie, des territoires palestiniens. Et cette situation devrait un peu se généraliser d'ici 2025. Et on voit que les problèmes sont encore plus accrus quand on calcule ces indices à l'échelle des bassins versants méditerranéens. Alors, pour faire face à cette demande en eau croissante, les pays font de plus en plus appel à des productions d'eau dites non durables, c'est-à-dire qui relèvent soit de la surexploitation de ressources naturelles renouvelables, soit de l'exploitation de ressources en eau fossiles, comme il y a par exemple au niveau du Sahara.
Et cet indice de production d'eau non durable est particulièrement important, on le voit, en Espagne, en Algérie, en Tunisie, en Libye surtout, et puis donc sur la bande de Gaza. Voilà. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que dans les pays, les politiques de l'eau sont encore très axées sur l'aspect de l'offre, donc comment augmenter l'offre en eau, donc soit au travers d'une augmentation des prélèvements, on va de plus en plus profond, on va de plus en plus loin, également par l'exploitation donc minière des ressources fossiles, et puis également en ayant recours aux ressources en eau dites non conventionnelles, c'est-à-dire le dessalement de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre, mais aussi la réutilisation des eaux usées. Et donc ces politiques de l'offre peuvent présenter un certain nombre de risques à long terme, hein, notamment pour la réduction des ressources des nappes fossiles, la destruction d'aquifères côtiers, hein, notamment avec des problèmes d'intrusion saline, une dégradation de la qualité de l'eau et également des eaux humides, hein, avec un assèchement des eaux humides et une réduction des débits d'eau. Alors, quelques pistes pour une gestion plus durable de l'eau. Donc, ce qu'on a essayé de montrer dans le dernier rapport de prospective qui est paru donc en 2005 et puis donc, qui a été un petit peu actualisé après, c'est qu'il y aurait de gros efforts à faire du côté de la demande en eau. Avec une meilleure gestion de la demande en eau, on pourrait économiser jusqu'à près d'un quart de la demande de l'ensemble des pays méditerranéens. Donc, ces chiffres-là, ils sont basés sur des hypothèses assez ambitieuses, hein, mais réalisables, hein, dans les différents secteurs d'usage de l'eau. Donc si on prend le cas de l'usage agricole, on a pris pour hypothèse une réduction de moitié des fuites lors du transport et de la distribution de l'eau et une augmentation de l'efficience à la parcelle de 60 à 80%. Donc c'est un jeu d'hypothèses comme ça qui ont été faits pour les différents secteurs d'usage pour essayer de montrer les marges de progrès réalisables. Alors, c'est des estimations très globales, hein, à l'échelle méditerranéenne, mais elles se basent quand même sur des études de cas concrets qui relèvent donc de différents pays méditerranéens. Et je vous ai mis ici à titre d'illustration le cas de la Tunisie, qui a très précocement mis en place une stratégie nationale d'économie d'eau dans le secteur agricole, avec la création d'associations d'usagers, la mise en place d'une tarification progressive, des aides à l'investissement également pour les agriculteurs pour acquérir des systèmes d'irrigation plus modernes. Et tout ça a permis, dès 1996, de stabiliser la demande en eau malgré une augmentation de la valeur ajoutée agricole. Donc on voit qu'il y a des exemples concrets qui ont bien marché. Et donc cette politique d'économie d'eau dans le secteur agricole, elle se poursuit et à long terme, donc la Tunisie envisage de mettre l'accent sur tout ce qui est maintenance et modernisation des infrastructures, gestion de la demande en eau, mais aussi le recours aux ressources en eau non conventionnelles et notamment la réutilisation des eaux usées dans le secteur agricole parce que parfois économiser l'eau, ça ne suffit pas, quoi. Il faut aussi avoir recours à des ressources alternatives. Voilà. Donc des efforts à faire du côté de la demande, mais également au niveau des ressources en eau. Hein, donc vous parliez hier beaucoup des mesures préventives plutôt que curatives. En Méditerranée, c'est aussi le cas. Il y a de nombreux efforts à faire pour limiter les flux de polluants et leurs impacts, le traitement des eaux usées avec toutes les questions de l'assainissement, et puis des potentiels de progrès aussi du côté de l'augmentation d'un potentiel exploitable via la recharge artificielle des nappes, via le fractionnement des ouvrages de régulation en amont des bassins versants et aussi tout ce qui est mesures de conservation des eaux et des sols. Voilà. Alors en conclusion, je voudrais insister sur la nécessité, pour l'ensemble des pays méditerranéens, de bien allier les politiques à la fois de gestion de la demande et de l'offre en eau. Et ça doit passer au travers de politiques qui affichent clairement ces objectifs dans les politiques de l'eau, mais aussi dans toutes les politiques sectorielles, et notamment agricoles. On a mis en évidence la nécessité d'un renforcement des capacités au niveau local pour la mise en place de ces politiques de gestion de la demande en eau. Et il s'avère que la coopération régionale a un rôle à jouer en la matière.
Et je voudrais donc juste vous faire part du fait que donc en 2005, l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée ont adopté la stratégie méditerranéenne pour le développement durable, qui a donc différents volets, dont un volet eau, dans lequel ont vraiment été mis en évidence, ont été mis l'accent sur tout ce qui est efficience de l'eau, gestion intégrée à l'échelle des bassins versants, la réalisation aussi des objectifs du millénaire pour le développement en termes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et tout ce qui est promotion des partenariats et de la participation. Voilà, alors, en dernier point, l'Union pour la Méditerranée, ça représente aussi une opportunité pour mise en place de cette politique de l'eau. Et dans ce cadre-là, est en train d'être élaborée en ce moment une stratégie pour l'eau en Méditerranée qui devrait être adopté par l'ensemble des pays. Bon, le processus est forcément un peu bloqué en ce moment, notamment suite au report au très récent report du sommet de l'Union pour la Méditerranée, mais bon, on espère que ça finira par déboucher. Voilà. Et donc, juste pour finir, vous dire que là, j'ai fait une présentation sur l'eau, mais qu'on travaille aussi sur les aspects forestiers au niveau du plan bleu. Et donc, moi, j'ai été particulièrement intéressée hier par toutes les présentations sur les aspects évaluation des services rendus par les écosystèmes forestiers et les travaux sur les paiements des services environnementaux, parce que c'est des choses sur lesquelles on aimerait travailler à l'échelle de la Méditerranée. Et on est en train en ce moment d'essayer de monter un projet avec tout un ensemble de partenaires dans le secteur forestier. Bon, il y a le comité Silva Méditerranea de la FAO, l'Association internationale pour les forêts méditerranéennes, EFIMED, il y a donc la GTZ chez les Allemands qui est aussi en train de mettre des fonds pour soutenir ce genre de projet. Donc voilà, on serait assez preneur de tous les exemples qu'il y a pu y avoir au niveau français, européen sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de ce panorama assez complet où on voit bien les problèmes à la fois en termes de quantité et de qualité. C'est vrai qu'hier, on a surtout insisté sur le problème de qualité de l'eau. Moi, j'avais juste une question de compréhension. Vous avez dit que il y avait des situations très, très contrastées entre les différents pays en termes de ressources disponibles, c'est ça? Donc ça allait de 500 mètres cubes à plus de 2500 selon les pays. Oui, c'est même moins, et 500 étant la zone critique, voire de pénurie. Quand on regarde aujourd'hui, c'était juste un problème de compréhension de savoir qu'est-ce qui est dans ces 500 mètres cubes, parce qu'une facture aujourd'hui, un ménage aujourd'hui en France consomme 120 mètres cubes, donc on voit qu'il y a une marge. Donc qu'est-ce que vous englobez dedans? Cet indicateur, il est très très global parce qu'en gros, c'est un ratio entre l'ensemble des ressources du pays et le nombre d'habitants. Donc c'est bien plus large que la consommation domestique par un foyer, par exemple. Bon, c'est très, entre guillemets, réducteur aussi comme indicateur parce que ça ne montre pas vraiment ce qu'il y a in fine pour les consommateurs, mais c'est pour essayer de matérialiser la dotation d'un pays en ressources, en fait, et de le rapporter à son nombre d'habitants. C'est un indicateur. C'est sûr que ça ne révèle pas ce qu'il y a au bout du compte par foyer dans un pays, quoi. Sachant en plus que là-dedans, la demande domestique, elle est très faible par rapport à l'ensemble, même si c'est la priorité dans l'approvisionnement en eau pour les pays, et c'est normal. En termes quantitatifs, tout du moins, c'est pas du tout la majorité des prélèvements, quoi. C'est vrai que ça va beaucoup vers l'agriculture, même l'industrie, même si prioritairement, en termes d'approvisionnement, la priorité est toujours donnée à l'alimentation en eau potable. C'est sûr, l'autre point que j'ai oublié de souligner pendant la présentation, c'est que nous, on travaille quand même à un niveau très macro, donc on a beaucoup de données, d'indicateurs assez, entre guillemets, simplificateurs pour essayer de donner des grosses idées. Notre but à nous étant de porter des messages un peu politiques, surtout au niveau des gouvernements méditerranéens, en fait. Donc c'est vrai que des fois, c'est un petit peu simplificateur, mais c'est aussi pour mettre en avant des facteurs ou des tendances, quoi. Voilà. Donc s'il y a des questions, on peut en prendre quelques-unes. Je vous prie là aussi de vous présenter lorsque vous posez une question. Oui. Est-ce que vous vouliez bien faire... Oui, fermez les micros. Serge Garcia, INRA Nancy.
Vous parlez beaucoup de la gestion de la demande. Est-ce que vous avez une idée sur les différents pays sur lesquels vous travaillez, de l'élasticité de la demande par rapport au prix, en fait, la variation de la consommation? Est-ce que les consommateurs sont sensibles au prix Alors, bon, ça c'est une question qu'on a essayé un peu d'étudier, c'est sur les questions de la tarification. Alors, c'est pas forcément évident parce que tous les pays n'ont pas de tarification d'ailleurs, enfin, notamment dans le secteur agricole. En fait, l'élasticité, dans les études qui ont été faites, elle est relativement faible. Enfin, on se rend compte que finalement, le prix, c'est pas forcément un facteur très très important, sauf quand les différences de prix sont vraiment significatives. Enfin, tout dépend après de... Voilà. Donc, par exemple, dans le secteur... donc, globalement, elle est assez faible, l'élasticité. Par contre, il y a des exemples, notamment en Tunisie, ils ont une politique qui est assez, qui est assez bien adaptée. Bon, ils ont fait 5 paliers dans leur tarification, donc en fonction un peu des revenus des ménages et puis des différents secteurs d'activité. Et par exemple, dans le domaine touristique, c'est le palier le plus élevé, où, bon, je ne sais plus à combien revient le mètre cube d'eau, mais bon, c'est important par rapport au reste. Et là, on voit que c'est un secteur sur lequel ça a des impacts, et c'est quantitativement assez important parce que le secteur touristique, il consomme vraiment beaucoup d'eau, quoi. Donc voilà, et je pense qu'il y a des exemples un peu ciblés comme ça où ça peut avoir un impact, mais globalement, les études sont pas très, montrent pas une très très forte élasticité demande-prix, quoi. Jean Carles, CRPF PACA. J'ai apprécié les informations données et notamment la différence entre pays que vous avez faite et bassin versant, un élément plus fin, suivant les pays. Et ceci m'amène à une remarque qui traduit un souhait peut-être d'aller encore plus loin dans la finesse, c'est-à-dire dans les bassins versants, de distinguer entre le haut du bassin, le château d'eau en quelque sorte, et qui amène l'essentiel de l'eau, et les départements et les utilisateurs situés plus en aval. C'est au titre d'une commission locale de l'eau que la remarque m'est venue. Et dans ce cas-là, il faut peut-être faire des distinctions plus fines, notamment en matière de forêt. Hier, nous avons parlé essentiellement qualité de l'eau, puisqu'il s'agissait d'eau potable. Mais là, on élargit à l'ensemble des problèmes de l'eau. Or là, la forêt, dans les départements alpins, a notamment un rôle tout à fait essentiel pour la création et le maintien des sols. Il y a eu des expériences du Sémagref, je crois à Drex et le Brusquet, dans le département des Alpes de Haute-Provence, qui ont bien démontré l'importance de l'ablation s'il n'y a pas de forêt ou s'il n'y a pas une végétation fine. Alors, dans ce cas-là, il faudra faire attention aussi à réserver un sort particulier à ces hauts de bassin. La remarque est également valable pour l'agriculture. Vous avez souligné, à juste titre, les problèmes de l'utilisation croissante d'eau d'irrigation, notamment avec l'extension du maïs. Mais de notre côté, dans les hauts de bassin, il faut veiller à ce que la pression sur l'irrigation n'amène pas à affaiblir l'agriculture et donc à avoir une dégradation de l'occupation des sols. Voilà la remarque que je voulais faire. Merci, c'est une demande un peu ambitieuse, mais je pense que ce genre de travaux, c'est peut-être assez difficilement réalisable à l'échelle de l'ensemble des pays, mais ça pourrait peut-être être envisageable sur quelques études de cas, quoi. Parce que c'est vrai que déjà à l'échelle des bassins versants méditerranéens, on a déjà un peu du mal des fois à avoir des données. Également sur les données démographiques, c'est pas forcément évident de pouvoir calculer les populations à l'échelle des bassins. Il y a un travail de collecte et de recoupement qui est assez important. Des fois, on est obligé de faire des approximations aussi, hein, parce que c'est et il y a un problème de collecte de données qui est souvent pas résolu forcément. Prendre une dernière question. Lui d'abord. D'accord. François Ledoré, BRL à Nîmes. Concernant la remarque de monsieur sur l'élasticité de la demande en eau en fonction du prix. Concernant l'irrigation, que je connais un petit peu plus, dans énormément de pays, la tarification au volume, ça n'existe pas. C'est des tarifications à l'hectare, c'est des redevances globales, donc c'est indépendant de la quantité d'eau consommée, quoi. Et même pour les offices d'eau potable,
le recouvrement des fonds est une problématique très importante. Donc là, c'est pareil, la relation entre le prix et ce qui rentre dans les caisses et le rapport direct entre les pratiques et le prix affiché est loin d'être immédiate et mécanique, quoi. Mais ça fait bon. En tout cas, la question de la tarification, c'est des travaux qu'on est en train de réapprofondir à nouveau là au niveau du plan bleu, parce que bon, c'est des questions qui sont pas simples. Et c'est vrai qu'on nous pose souvent des questions là-dessus. Là, on va essayer de relancer un travail un peu sur l'ensemble des pays, parce que c'est aussi que ça évolue assez vite en fait. On a des travaux qui avaient été faits en 2002, mais c'est déjà bien obsolète, parce que il y a des pays méditerranéens. Bon, je vois par exemple la Syrie, elle est en train de mettre en place une tarification qui n'avait pas du tout en 2002, donc ça évolue assez rapidement, et il faut que là-dessus on fasse un état des lieux assez régulier, quoi. Parce que c'est pareil, il y a la tarification, puis voilà, il y a le type de tarification, donc soit forfaitaire, soit voilà, lié à la quantité d'eau utilisée, mais il y a voilà, forcément le niveau de prix qui a une forte incidence, quoi. Louis Amandier, CRPF, mais aussi AIFM. Je voulais poser une question sur les perspectives du plan bleu. Est-ce que le plan bleu a essayé d'étudier des programmes de reforestation au niveau du bassin méditerranéen? Parce que bon, j'imagine que c'est plus facile à faire en Catalogne qu'en Libye, mais bon, j'ai vu que la Catalogne était aussi un point sensible. Non. Enfin, dans le dernier rapport de prospective, il y a, si j'ai bon souvenir, donc il y a plutôt des données sur l'évolution du couvert forestier, mais passé, mais sur le futur, j'ai pas souvenir d'évolution à venir, enfin en tout cas sur de quantification des problèmes de reforestation. On n'a pas travaillé là-dessus.